Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité qui a plusieurs casquettes. Et on parlait des identifications, parfois effectivement on est auteur, quelquefois entrepreneur. Et c'est dans cette qualité-là d'auteur que nous vous présentons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Auteur de l'ouvrage Renaissance Now. Oui. Et vulgarisateur aussi des applications, entre guillemets, des usages qu'on peut faire de la science au profit du mieux-être et de la santé. Alors, du mieux-être, ça comprend l'éducation, la nutrition, le sommeil, un certain nombre de paramètres qui sont aujourd'hui mesurables, chiffrés. Alors, il y a une illustration qui peut venir immédiatement à l'esprit. Les montres connectées peuvent traquer, donner un certain nombre d'informations presque seconde par seconde, heure par heure, et de ce point de vue, on a peut-être aujourd'hui plus que jamais les moyens de sa propre lucidité, où nous avons entre guillemets davantage la possibilité d'avoir la main sur ce qui peut sembler nous échapper de prime abord, à savoir la forme, notre état, notre humeur du jour. Oui, vous avez tout à fait raison. Et puis, en réalité, ces outils nous permettent déjà d'avoir une auto-évaluation. Alors souvent, on confiait lors de l'avènement de ces outils-là, on confiait notre santé au médecin, ce qui est une bonne chose. On a eu d'abord le médecin de famille, puis ça s'est un petit peu plus élargi, où on a eu des médecins par spécialité. Oui. Ensuite est venue l'ère des objets connectés. Et cette ère des objets connectés, elle est venue psychologiquement nous impacter, dans le sens où nous avions notre propre libre arbitre pour pouvoir évaluer une partie, certes minime à l'époque et qui est de plus en plus large aujourd'hui, dans notre état de santé, dans notre état de bien-être, pour pouvoir nous auto-réguler, nous auto-gérer. En anglais, on appelle ça le nudging. Et le fait de nudging, en anglais, la traduction, c'est les petits coups de coude pour vous dire, bouge un petit peu. Pour le coup, ça s'appelle des alarmes, des petites piqûres de rappel. On va dire, c'est des oublis, et hop, voilà, c'est un petit coup sur un point d'acupuncture qui fait, et souvent ce point est dans le cerveau, parce que, en fait, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais par contre, vous avez de la data, de l'information qui vous permet de savoir exactement ce qui se passe, et là vous travaillez en termes de tendance, de courbe. C'est pas encore tout à fait précis, mais ça l'est de plus en plus, et nous travaillons au sein d'Epineon, qui est mon groupe qui travaille dans le domaine du wellness, de la santé métabolique, de longévité, dans ce domaine-là, pour être dans la plus de précision, pour plus d'informations au niveau de l'utilisateur final, c'est-à-dire de celui qui va lui-même s'auto-gérer à un moment donné, parce que ce libre arbitre est le meilleur moyen pour les uns et les unes et les autres de pouvoir corriger les tirs et puis donner à son médecin, à son praticien des informations fiables au long cours. Voilà. Un maximum d'informations qui peuvent être utiles pour produire un certain résultat. Alors quel est le résultat escompté pour le vivant? C'est de mieux vivre. Pour une vie, une vie va être plus vivante, plus rayonnante. On parle de courant de pensée, du vitalisme au XIXe siècle. Donc il y a cette chose qui est tout à fait ancrée, qui est même presque un besoin naturel. Alors des fois, il y a les urgences du moment qui peuvent, les objectifs, un certain nombre de choses qui peuvent nous désorienter par rapport à cela. Pour autant, aujourd'hui, la science offre des outils nouveaux. Alors s'il fallait illustrer quelles sont les choses mesurables sur lesquelles on peut avoir la main par rapport aussi au temps d'avant, c'est-à-dire au temps d'avant la possibilité d'avoir sous la main un certain nombre d'informations qui peuvent nous être utiles et qu'on peut rectifier. Alors j'ai entendu rectifier le tir. Rectifier le tir par rapport à quoi? Oui, alors rectifier le tir par rapport à des données qui vont nous paraître probablement être en dehors des clous, parce que quand vous mesurez quelque chose d'un point de vue de la data qui se passe à l'intérieur de votre corps, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a 30 ans, je me suis fait opérer d'une tumeur au cerveau. Cette tumeur a complètement bouleversé mes hormones, et depuis, je suis en quête scientifique des moyens d'aborder la santé métabolique par la data. Alors, cette quête, elle passe par d'abord de la science, comme je l'ai dit, puisque je ne suis pas médecin, donc j'ai pris ça sous l'angle de ce que je savais, c'est-à-dire la mathématique appliquée. Et avec une équipe de scientifiques, nous abordons le domaine de comment on peut remonter une data qui vient du corps humain
pour en faire quelque chose d'intelligible, donc de mesurable et donc d'exploitable. Et d'exploitable par qui ? Exploitable, d'accord, par le corps médical, évidemment. Quand vous allez visiter le médecin demain, vous aurez un certain nombre de datas qui vont lui remonter, qui ne sont pas des datas issues simplement de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'une analyse médicale, blood test ou d'une analyse sanguine ou d'une analyse radiologique, mais aussi de data de santé endogène, donc que vous avez à l'intérieur, et qui vous permet, non pas de manière ponctuelle, mais de manière, continue, de pouvoir évaluer un état de santé. Alors, c'est pour ça que notre concept s'appelle EPI. EPI, c'est dérivé de epigenetics. L'épigénétique, c'est quelque chose de magique qu'on a découvert simplement il y a 10 ans. Au-delà de 10 ans, on ne savait pas que ça existait. On se disait, l'être humain a un code génétique. C'est son code génétique et c'est tout. Oui. Mais l'épigénétique, c'est l'impact de l'environnement sur nos gènes. Exactement. En fait, Mais en tout cas, c'est une discipline qui démontre même des choses presque difficiles à croire pour un cerveau purement rationnel. Oui, mais c'est là que précisément... Il y a une transmission d'informations qui est multigénérationnelle. Il y a eu des études d'épigénétique sur, par exemple, des pigeons qui souffraient à l'écoute d'un certain son, et sur 4 générations, alors que le pigeon n'a jamais été confronté à ce son, le fait de le faire entendre provoque en lui la terreur. Oui. 4 générations que l'information se transmet. Et ça, c'est une information, c'est de l'environnement. C'est de l'environnement. Un son, associé à un son, effectivement, une réaction, ça c'est l'environnement d'un ancêtre de ce pigeon qui produit en lui la réaction sur 4 générations. Donc, Alors, ce que nous avons constaté dans notre travail scientifique, c'est que effectivement, ce que vous venez de révéler est très, 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 très fort, parce que c'est ce qui construit la chaîne d'ADN de base. C'est-à-dire que vous naissez génétiquement avec une chaîne ADN qui a effectivement le souvenir des générations passées et qui a ancré en elle, non seulement sur le domaine des maladies, puisqu'on rapproche souvent la chaîne ADN et des maladies, mais voici un exemple que vous donnez qui dit que ça supplante la maladie et que ça va bien au-delà. Ça va sur des signaux complètement holistiques, qui sont complètement globaux, comme la psyché, absolument. Donc la psyché et la matière sont traitées par la chaîne ADN. Et c'est quelquefois difficile à appréhender parce qu'on a envie d'être hyper scientifique, et c'est très difficile pour nous d'ailleurs de sortir de cette résonance purement mathématique pour rentrer dans une résonance qui est plutôt, je dirais, d'ordre psychologique. Et là, il y a de grands spécialistes qui nous assistent, qui nous accompagnent pour ça. Alors, cette chaîne ADN, elle représente 20% de votre code génétique, et très 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 peu de gens ne le savent. Et le code génétique, ce code génétique de base, vous l'héritez à 50% de votre papa et 50% de votre maman. Maintenant, au-delà de ce code génétique, dès que votre embryon est créé, il commence à créer un nouveau code génétique. Donc, en fait, c'est une nouvelle chaîne d'ADN qui se greffe à la chaîne d'ADN de base et qui vient l'impacter tous les jours en ouvrant et en fermant des portes protéiniques de l'ADN de base. Et c'est une réaction chimique que nous avons tous. Et la magie de cette réaction chimique qui s'appelle l'épigénétique, elle représente 80% de la chaîne d'ADN que vous allez transmettre vous-même à vos enfants, ou avec laquelle vous allez mourir. Ah oui. Oui. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette chaîne d'ADN épigénétique, elle est gérable, moyennant de bonnes habitudes, de bonnes pensées, de bonnes fréquentations. Alors, je vais aller très loin, parce que c'est très holistique, encore une fois. Une bonne respiration, ça dépend d'où on habite, une bonne nutrition. Et avec ça, vous pouvez conditionner, alors c'est très restrictif uniquement sur ces 5 termes, mais il y a tellement d'autres choses autour. Par contre, ces 5 termes que je viens de vous employer, y compris les mouvements dont on va parler tout à l'heure, ça vous permet de corriger votre chaîne d'ADN de base par l'ouverture et la fermeture de ces portes protéiniques, et de pouvoir construire une chaîne ADN qui va améliorer votre être, et donc probablement ceux qui vont vous succéder. Eh bien, les médecines ancestrales, entre guillemets, en avaient conscience
carrément. C'est pour ça que accorder beaucoup d'importance au rythme, au cycle, à l'alimentation, mais aussi à l'environnement. On prenait grand soin, entre guillemets, de disposer les choses dans un certain ordre qui devait nous être favorable. Même l'ordre intime, le chez-soi. Et il y a un impact de la lumière, il y a un impact du désordre, du chaos, comme de l'ordre sur soi-même. Et effectivement, ces choses-là se rejoignent. Notre cas n'est pas si restrictif. Nous avons cependant des respirations musicales à faire entendre et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts jusqu'à midi, tout en restant ouvert à vos avis, à vos questions si vous en avez. C'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité Karim Amour qui, je le disais, a la casquette d'auteur sur ces questions que nous traitons ce matin, mais qui est aussi entrepreneur dans les biotechnologies qui sont au service, disons-le, de la santé. Alors il y a un certain nombre d'outils, on parle d'intelligence artificielle qui peuvent être au service de cet objectif qui est somme toute assez commun. Alors on disait qu'il y avait un certain nombre de paramètres sur lesquels on pouvait agir. Alors la nutrition, le sommeil, l'environnement. Et s'il fallait peut-être illustrer par des exemples les aspects sur lesquels nous pouvons avoir la main pour tout simplement essayer de mieux vivre. Oui, alors la première porte d'entrée de la quasi-totalité des maladies, je dirais la porte d'entrée qui fait que ça influe l'accélération d'une maladie. En fait, nous avons tous en nous des faiblesses métaboliques. Elles se situent dans des endroits différents, elles sont issues très souvent de notre code génétique. Donc la vôtre n'est pas la mienne, il y a 8 milliards de personnes sur Terre et 8 milliards de codes génétiques différents, comme par magie, et ça c'est le Qadr al-Ilahiya, comme on dit. Maintenant, effectivement, vous pouvez avoir une faiblesse métabolique au niveau, par exemple, je ne vous le souhaite pas, mais du foie, et moi, ce sera le pancréas, ou ce sera le poumon, ou autre chose. Et ces faiblesses métaboliques, elles se réveillent au moment où notre corps leur permet d'entrer. Et la première porte d'entrée, c'est le stress. Pourquoi je dis le stress ? C'est parce que le stress, en fait, il est universel. Oui. Et il y a le bon et le mauvais stress. Oui. Alors, le bon stress vous met en pression pour essayer de le surmonter, donc c'est un peu comme un muscle que vous formez dans votre corps, mais 80% de ce que nous vivons au quotidien, où qu'on soit, et quelle que soit notre condition, à moins d'être chaman, et là ils arrivent parfaitement à maîtriser leur stress, c'est, je parle de monsieur et madame tout le monde, c'est dans la vie quotidienne, être frappé par ce stress le matin, à midi, le soir, et même dans son sommeil. Et c'est cette forme de rumination qui construit une forme de faiblesse métabolique que nous devons pouvoir gérer. Dans notre laboratoire Epineon, nous travaillons évidemment sur cette dimension de stress, sur plusieurs des dimensions de ce stress, et nous travaillons sur ces dimensions de plusieurs manières. Nous avons par exemple l'état, on est allé très loin dans l'évaluation, évidemment on utilise des outils à la fois pour découvrir nos sensors qui appartiennent au monde de la recherche à travers les simulations quantiques, donc ce sont des calculs très profonds et qui nous permettent d'aller toucher des éléments qu'on ne touche pas dans la vraie vie aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup parce que ça nous permet d'aller contrebalancer des études cliniques qui ont été faites par des vérifications dans le domaine quantique. Alors, oui, ça c'est effectivement, c'est peut-être la première étape qui est celle du diagnostic. Le degré, le type de stress auquel on est soumis. Voilà, alors ça vous donne le stress en état de relaxation, votre niveau de relaxation, on arrivera à le déterminer. Ce sont des ondes cérébrales. Ce sont des ondes qu'on détermine, figurez-vous, au niveau du pouls. Pour aller chercher effectivement l'influence de ce peut avoir le stress sur le flux sanguin notamment, et donc et sur l'état physiologique de la peau. C'est que quand on vous dit j'ai la peau, j'ai les poils qui s'hérissent, ou j'ai une forme de transpiration qui arrive à certains moments, eh bien tout ça nous sommes en train d'arriver à le détecter, on est encore en recherche appliquée, à le détecter pour le remonter. Donc première porte qui vous permet de déterminer l'état de relaxation, avec des niveaux de relaxation qu'on pourrait déterminer, l'état de concentration,
How focused are you? Combien vous êtes focused sur votre travail? Moi qui suis un HDAD, c'est-à-dire quelqu'un qui est un problème de concentration souvent, eh bien ça va beaucoup me servir. Le stress intrinsèque, qui est issu également de la variabilité cardiaque, telle qu'on peut la calculer, mais vous avez par exemple, on travaille sur ce sensor qui est connecté à un autre sensor, qui est la partie ECG. Par exemple, vous avez aujourd'hui dans une Apple Watch, ou sur une Whoop, un bracelet Whoop, ou sur une montre Samsung, on ne peut pas faire de pub, vous avez le battement cardiaque qui est calculé. Et ce battement cardiaque, malheureusement, sur ces bracelets-là, vous ne pouvez pas l'avoir, hormis le fait de le prendre toutes les 6 minutes. Pourquoi? Parce que si vous le preniez battement par battement, eh bien, vous devriez recharger votre montre ou votre bracelet toutes les 2 heures. Et nous sommes arrivés par une technologie passive qui est issue de ce qu'on appelle le biomimétisme, donc l'imitation de la nature. C'est aussi une des technologies que nous utilisons. Nous arrivons à prélever le battement cardiaque battement par battement. Donc c'est quasiment un ECG portable que vous avez. Ça n'existe pas dans le monde réel aujourd'hui, à part dans les cliniques et les hôpitaux, à travers des appareils sur lesquels vous êtes branché. Demain, ce sera la possibilité de prélever ces battements par battement, qui vont contribuer à l'analyse de votre stress également. Et tout ça mis ensemble fait qu'on a cette porte d'entrée du stress qui va être plus ou moins validée. Pourquoi? Pour permettre finalement par le système du nudging, donc l'encouragement endogène de la personne, à soit s'asseoir et respirer un peu plus, un peu mieux, par des formes de respiration qu'on va lui indiquer, sur lesquelles on va lui permettre de se ploguer, qu'il puisse apprendre à le faire et donc à descendre un peu plus son niveau de stress. Oui. Il y a le double aspect, on peut faire le diagnostic, avoir des éléments qui permettent de remonter ce type d'informations, ensuite les méthodes qui permettent entre guillemets de changer d'état. Ça on va le développer, mais ce sera après le flash d'information puisque nous débordons quelque peu, il est 10h31, c'est l'heure des actualités, nous serons présentés par Karine Donnet et on reprendra jusqu'à midi la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin, consacrée aux moyens qu'on peut mettre à sa disposition aujourd'hui, la technologie, au profit de sa science, au profit du mieux-être. Et nous sommes pour en parler avec notre invité, Kalima Moll, qui est entrepreneur aussi dans cette direction. Hors antenne, vous me disiez que le stress était le premier ennemi. Oui, c'est le premier ennemi parce qu'on le subit. Alors on le subit pour plein de raisons, épigénétiques encore une fois, notre environnement, notre manière de réfléchir, une partie du code génétique de base qui nous induit quelquefois des comportements qui peuvent ne pas être en notre faveur, parce qu'on hérite effectivement de ce patrimoine génétique de base. Mais ça n'est pas une fatalité, on peut travailler, on peut le faire évoluer. C'est la raison pour laquelle moi-même, tous les jours, avec une équipe de scientifiques que je tiens à honorer aujourd'hui, nous travaillons sur ce qu'on appelle la longévité métabolique. Et ça veut dire qu'il faut regarder cet aspect stress d'une manière holistique. Et en réalité, vous avez des éléments qui peuvent permettre de corriger ce stress. Vous avez d'abord celui qu'on utilise le plus souvent, c'est la nutrition. Parce que si vous ne mangez pas et que vous ne buvez pas, vous finissez par mourir. Et la nutrition est particulièrement... Oui, ou que vous ne buvez pas, c'est pour ça que j'ai eu de l'eau. Oui, il y en a qui oublient le stress avec d'autres moyens, effectivement. Parce que le moyen, on est en retrait. C'est le moment où certains, effectivement... prennent une cigarette et c'est une respiration qui va ralentir et il y a différents moyens entre guillemets même sans qu'on s'en rende compte qu'on cherche effectivement à se déprendre de ce qui arrive. Après il y a des moyens dont on peut faire l'évaluation et le bilan. Oui, nous avons consacré en réalité 4 cadrans dans l'évolution du métabolisme de longévité. Le premier cadran, c'est un cadran physiologique. Comment est-ce que je me nourris en priorité? De quoi est-ce que je me nourris d'un point de vue physiologique, sachant que la nutrition, les repas du matin, midi et du soir, voire le jeûne, notamment le jeûne intermittent, est une forme de nutrition. On peut en parler tout à l'heure parce que c'est un levier extrêmement fort. Le deuxième, c'est quel mouvement, toujours dans la physiologie, quel mouvement je fais. Vous disiez tout à l'heure, vous parlez des montres. Effectivement, la première chose que contrôlent les personnes, la plupart des personnes, c'est le nombre de pas qu'ils font
Ah oui, dans la journée. Pas par jour, il y a cet objectif effectivement que d'aucuns retiennent ou qu'on peut mesurer facilement avec les outils d'aujourd'hui. Oui. Effectivement. Le deuxième cadran et puis le galet qui est un outil qu'on va pouvoir à proposer aux gens à porter dans les prochains mois, c'est la partie psychologique. C'est celle dont on a parlé il y a quelques minutes, le stress. Et un élément fort sur lequel moi personnellement je suis très mauvais, d'ailleurs je me soigne, c'est le sommeil. Et donc ces deux parties-là, qui sont la gestion du stress et la gestion du sommeil, sont des parties qu'on a considérées comme étant psychologiques qu'il faut traiter à travers de la respiration et des pratiques qui favorisent une baisse du niveau de stress, une baisse du niveau d'autosuggestion qui fait que ça tourne dans nos têtes et effectivement une partie aussi d'environnement pour pouvoir avoir le calme qu'il faut, ne pas subir la lumière bleue trop longtemps pour pouvoir mieux dormir, etc. Le troisième cadran, qui est à mon avis ultra important, c'est le fait de se sentir grandir, c'est-à-dire d'apprendre tous les jours un peu plus sur la vie en général, sur ce qui nous entoure, sur nos passions, ce qui attise notre curiosité, ou tout simplement sur nos métiers, mais probablement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, apprendre différemment. Parce que nous avons été, on va dire, cultivés à la sauce de Charlemagne. Quand vous rentrez dans une classe aujourd'hui, vous avez exactement le même format que celui de l'époque de Charlemagne. Rien n'a changé. Or, avec l'IA, tout va changer. Et on a besoin, intrinsèquement, viscéralement, de se former pour grandir. Quand vous regardez, par exemple, les blue zones, les zones bleues, qui sont les zones qui sont... vivent le plus longtemps. Vivent le plus longtemps. Vous avez des centaines de personnes qui sont centenaires. Un des caractéristiques, c'est le fait qu'ils apprennent tous les jours un peu plus. Et le quatrième cadran, et c'est peut-être le plus important de tous, c'est la relation sociale. Oui. C'est le fait d'interagir entre eux. Des repas de famille ou en famille, des repas entre amis. Ce sont des zones où on a beaucoup d'interactions et de liens sociaux entre guillemets, d'après l'observation qui est faite de ces zones bleues. Alors on parle du régime crétois, mais c'est aussi pour la raison, c'est aussi parce qu'effectivement c'est une zone qui fait partie de ces zones bleues. Il y a des îles au Japon où on observe un taux de centenaire qui est extrêmement élevé également. Oui, à Okinawa notamment, on a repéré 12 zones dans le monde. Alors, il y en a qui sont il y en a en Corse, il y en a qui sont en Europe, même en France, dans les Vosges, il y en a qui sont effectivement à Okinawa au Japon, aux États-Unis, dans l'Ouest américain, dans la zone sud-américaine aussi. Dans le grand froid, c'est plus difficile. Alors, les conditions dans froid sont des conditions plus extrêmes. Oui. On a moins l'occasion d'avoir une prise avec la nature, précisément parce qu'on n'est pas tout le temps à l'extérieur. On est reclus. Et il y a une étude qui a été faite, on se base beaucoup, nous, sur les études qui sont faites dans le monde entier. Par exemple, vous avez une étude qui a duré plus de 60 ans, qui est une étude de Harvard Medical School, qui a révélé que l'indice du bonheur et de la longévité venait des relations sociales. Et c'est 60 ans d'études, c'est pas une étude sur un échantillon limité, dans un temps limité. Mais puisque c'est un aspect très important, qu'est-ce qu'on entend par des relations sociales fructueuses? Alors, est-ce que ça consiste à passer des moments de joie, des moments de communion? Est-ce que ça consiste simplement à avoir beaucoup de relations avec les réseaux sociaux? C'est une locution, entre guillemets, qui mérite, entre guillemets, un approfondissement, peut-être des explications plus détaillées. Oui, d'autant que vous avez prononcé le mot de réseaux sociaux. Jamais les réseaux sociaux n'ont été facialement une occasion de pouvoir communiquer sur soi aux autres, mais jamais aussi ils n'ont occasionné autant de solitude que depuis qu'ils existent. Oui, des pays où on a des ministères ou des commissaires de la solitude. Oui, c'est ô combien important aujourd'hui, parce que ces outils, tout autant que l'IA avec les chatbots conversationnels, vont encore plus rendre exponentielle cette solitude. Il faut qu'on en soit très conscient. Et pour ça, les gens comme vous et moi, comme d'autres probablement, doivent encourager les parents, doivent encourager leurs enfants à s'ouvrir, et c'est pas toujours facile. Et
précisément dans notre 4e cadran, c'est l'occasion d'associer les 3 autres cadrans pour que les gens communiquent entre eux, mais sur des choses qui les concernent, sur leur vie par rapport à celle des autres, des rapprochements entre les personnes. Donc notre solution de longévité métabolique va permettre aux gens d'interagir, de se retrouver, de se voir en physique et de pouvoir précisément sortir de là. Et mon livre Renaissance Now évoque cette nécessité de se retrouver en physique grâce à la techno. Donc on n'est plus sur une techno qui nous enferme, qui nous rend dépendants et solitaires, comme vous avez dit tout à l'heure, mais une technologie qui nous encourage et qui nous engage à aller vers les autres, se connecter, se voir en physique et discuter. Alors ce sont les 4 éléments qui sont agissants sur le stress qu'on peut ressentir, si j'entends bien. Alors la nutrition, je voudrais qu'on y revienne plus en longueur. C'est un aspect extrêmement déterminant, mais qu'on associe beaucoup plus rarement au stress ni à l'humeur. La nutrition est perçue comme étant effectivement entièrement de la matière, parce que c'est quelque chose que le corps transforme indépendamment de notre volonté. Pour autant, elle a des effets sur les niveaux de stress qu'on peut ressentir. Alors, ce qu'on remarque dans notre travail scientifique, c'est que la nutrition, c'est un élément d'abord d'apaisement. Quand vous vous asseyez pour manger, ou quand vous mangez même sur le pouce, c'est pour tamponner une partie du stress que vous avez. En tout cas, ça y contribue d'un point de vue psychologique. Ah oui. Alors, des fois, quand on parle de nourriture, on parle de douceur. Oui, voilà, c'est de douceur. Exactement. On se dit, je vais me faire une petite douceur. Que ce soit malheureusement un hamburger de chez les gens que je ne nommerai pas, ou que ce soit une nourriture beaucoup plus saine, faite de légumineux, de légumes, de protéines correctement assimilées. On a cette volonté de nutrition plaisir. Et je pense que la nutrition, pour la plupart d'entre nous, c'est un moment de plaisir. Et c'est la raison pour laquelle c'est pour nous la porte d'entrée de notre approche sur la métabolique de longévité, parce que on la pratique 3 fois par jour. Un moment de plaisir. C'est plus difficile d'aller au sport que de s'asseoir pour déjeuner ou de dîner. Et donc, c'est un pattern, donc une habitude que nous devons utiliser pour pouvoir accompagner les personnes. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons développé des outils qui nous permettent de déterminer pour vous, ou pour chacun de téléspectatrices ou téléspectateurs, une nutrition de précision, donc ultra personnalisée, pour chacun. À partir du moment où on a des datas qui vont remonter, qui vont être croisées, qui vont permettre de faire ce qu'on appelle un diagnostic nutritionnel à la volée, et également accompagné par des nutritionnistes, donc des vraies personnes qui vont être dans des endroits différents dans le monde et qui vont permettre d'accompagner notre solution pour pouvoir permettre à la personne d'être en appréciation de ce qu'elle fait et puis en correction progressive sans toucher au goût et à la texture des aliments qui lui plaisent. Et c'est un élément très important parce qu'on peut vous dire que vous devez adopter tel régime, tel régime. On entend parler des régimes cétogènes, d'un certain nombre de régimes, effectivement, mais qui est difficile de tenir sur la durée si on fait fi de ses goûts personnels. Et ça, tout un chacun peut en faire l'expérience. Alors, il est 10h48, on est un peu débordé. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. Je reviendrai plus en détail sur cet aspect-là qui va intéresser un certain nombre de nos auditeurs et nous resterons ouverts à l'échange si vous souhaitez prendre la parole. C'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Kalim Amour qui nous accompagne pour ces heures encore d'émission qui nous reste à passer ensemble, des experts, durant laquelle nous restons bien entendu ouverts à l'échange, mais je voudrais qu'on reprenne le fil conducteur de notre émission, là où on l'avait laissé, c'est-à-dire on disait que le stress était un danger majeur. Alors le stress, c'est une réaction physiologique face au danger, Kalim Amour. C'est de l'intensité, un état d'alerte entre guillemets qui est censé nous aider à survivre. Pour autant, il puise dans des réserves. Et ce qu'on considère quand on a le souci de vivre longtemps, c'est que quelque part, être soumis à trop de stress impacte entre guillemets notre métabolisme sur la durée. Et nous en étions à l'aspect nutrition sur lequel on peut agir entre guillemets pour baisser les occurrences de stress dans notre vie quotidienne. Kalim Amour. Oui, ça compte. Alors autant le faire bien. C'est-à-dire que si vous voulez baisser
ces occurrences, il faut le faire dans un cadre où vous vous faites du bien en même temps. Et ça, c'est un facteur psychologique également qui est important parce que quand vous mangez une bonne salade, parce que ça vous plaît de manger de la salade ou parce que vous vous êtes habitué à en manger. J'ai été élevé, moi, dans un monde de verdure totale. Notre mère nous servait tous les jours une bonne salade en entrée. Il y a des associations heureuses. Oui, c'est fort heureux, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense, alhamdoulilah, prenons le cas du Maroc. Aujourd'hui, quand je discute avec des gens du milieu médical marocain, ils me disent heureusement que nous avons quelque part une hygiène alimentaire qui est de base propice. Quand vous vous asseyez dans une table marocaine, vous avez des salades marocaines, pour commencer. Oui, elles sont sous le tagine. Ensuite, vous avez évidemment le tagine qui est mijoté à l'huile d'olive et qui est mijoté dans le temps. Donc le tagine, par essence, est un plat mijoté, donc qui respecte l'aliment et son évolution en termes de cuisson. Et puis, il y a aussi le côté des couleurs, un peu de salade qui sont de diverses... oui, mais il y a parfois des couleurs à table. Et ça, c'est quelque chose d'important. Oui, il y a les couleurs. Et puis, la communauté, les tables sont rondes. Souvent. Et vous avez... Contrairement aux cultures occidentales où elles étaient souvent rectangulaires. C'est souvent rectangulaire. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas parler avec la personne qui est de l'autre côté. Il y a une hiérarchie. Oui. Et voilà, il y a une forme de hiérarchie qui s'opérait. Je ne sais pas de jusqu'où, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que notre manière de nous réunir en famille, qui est une manière tout en rondeur, entre guillemets, permet aux uns aux autres, malgré qu'il y a effectivement dans nos familles marocaines aussi une hiérarchie qu'il faut reconnaître. Mais dans l'absolu, tous ces éléments qu'on ne regarde pas tous les jours comme ça, ils permettent et ils contribuent d'avoir une hygiène alimentaire qui est meilleure que celle qui était si on prenait... Alors maintenant... Oui, seulement effectivement, ce sont des plats où il y a une base alimentaire. Alors il y a le pain, mais le pain fait maison, c'est sensiblement différent du pain qu'on achète. Alors, là, vous touchez la deuxième porte d'entrée de la maladie. La deuxième porte d'entrée de la maladie, c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Les endocrinologues et les médecins qui connaissent cette maladie vous expliqueront ce que c'est. Et la résistance à l'insuline, c'est quand vous... en fait, elle est liée directement au sucre, pour être très trivial. Le sucre, après le stress, selon nous, est la deuxième porte d'entrée des maladies. Pourquoi ? Parce qu'il vient créer de l'inflammation à l'intérieur du corps, donc c'est une réaction, encore une fois, la première était le stress, elle a un impact physique sur le corps, le deuxième c'est le sucre, il a un impact sur l'inflammation et particulièrement sur la production d'insuline qui, elle, est une hormone qui se réveille quand vous mangez du sucre et le sucre, il se trouve partout. Et figurez-vous, je vais vous donner une statistique qui va probablement vous parler. Vous prenez un morceau de sucre à densité égale, un morceau de sucre, avec le fameux morceau, à densité égale, sur un morceau de sucre ou un morceau de pain, vous avez un indice glycémique du sucre de 60 à 70, pour le pain, vous êtes à 90. Vous allez me dire, mais Karim, comment ça se fait ? Parce que, en réalité, le pain que nous mangeons au Maroc, et partout d'ailleurs ailleurs, est créé à travers le raffinage du blé. Et le blé est en soi un aliment qui n'est pas très ami avec le corps humain à la base, et plus il est raffiné, et plus il provoque des pics de glycémie. Alors, d'après certains chercheurs, on a rapetissé lorsqu'on est passé des nomades cueilleurs ou chasseurs-cueilleurs au régime alimentaire sédentaire. Quand on a exploré cette voie-là de l'agriculture, et effectivement, l'être humain, sa taille a baissé, a été diminuée, même en qualité nutritionnelle, nous y avons laissé des comptes, mais pour quelques avantages. Quel est alors là, vous abordez un autre élément. L'orange de traverse. Oui, vous avez raison, mais on parlait du pain, mais le pain est très fortement consommé dans nos familles marocaines, et dans le monde entier d'ailleurs, et je trouve qu'on ne fait pas assez attention à l'impact qu'il peut avoir. Moi, je me souviens que quand je m'étais fait opérer et que j'avais commencé à travailler sur mon métabolisme, j'avais éliminé progressivement le pain, mais pour le remplacer pour un autre pain fabriqué différemment, donc par exemple avec de la farine de banane ou de la farine d'amande, qui ont des indices glycémiques de 15 au lieu d'avoir des indices glycémiques de 90. Il y a quand même sacrément un écart. Et aujourd'hui, par exemple, à la maison, on fabrique du pain qui est un peu plus cher, c'est vrai, que le pain traditionnel, etc., qui donc peut être fait, mais qui est consommé de manière
moindre que le pas normal, tout en donnant la même sensibilité au palais et la même satiété. C'est ça l'avantage. Donc en fait, vous y gagnez quelque part. Mais vous avez parlé de quelque chose qui est super fondamental, et on l'oublie souvent. Nos légumes d'aujourd'hui, nos fruits d'aujourd'hui, ont un potentiel nutritif 50 fois moins important qu'il y a 50 ans. Vous faites un multiple tous les ans quasiment. Oui. Et ça, c'est dû à la manière dont ces fruits et ces légumes sont fabriqués. Et on en mange tous. On a l'impression... Oui, il y a une pression considérable. On est 8 milliards. Oui, c'est vrai. 8 milliards d'individus, effectivement, il y a une question d'échelle et de masse. Il y a une question d'échelle et de masse, d'où la nécessité de produire plus pour plus de personnes. Oui. Mais ça n'empêche qu'il faut qu'on réfléchisse également à cet aspect-là et qu'on puisse arriver, quelque part, à progressivement, en respect de la nature, et c'est marrant parce que on a bousillé ces 3 dernières générations dont je fais partie, on a bousillé la planète Terre, et je pense qu'en essayant de rectifier le tir, on va également améliorer la source des aliments que nous avons. Et l'IA, pour ne parler que d'elle, nous a permis de savoir quelle était la potence de la nutrition qu'on étudiait pour permettre de mieux l'appréhender. Et donc, des systèmes, des intégrations de fabrication aujourd'hui avec par exemple des meilleurs engrais. L'OCP est en train de fabriquer des engrais absolument extraordinaires qui sont basés sur de la biotechnologie et qui permettent de mieux produire de la nourriture plus... Sans sacrifier la qualité de l'aliment. C'est vraiment l'améliorant. Oui, c'est effectivement... c'est gagnant. Oui, maintenant il y a la graine. Il y a aussi de quoi vous partez et sur quoi vous partez. Et ça, c'est pas le métier de l'OCP, c'est plutôt le métier des semenciers. Et ça dépend quelles semences vous utilisez pour fabriquer vos tomates, vos pommes de terre, vos courgettes et que sais-je encore. Et donc ça, c'est à travailler. Mais comme on a pu l'entendre, notre thématique du jour est très très vaste et effectivement il y a beaucoup d'aspects. C'est l'aspect holistique dont nous parlions au début d'émission. Alors sur l'aspect purement nutritionnel, on peut y consacrer un certain nombre d'émissions. Nous sommes par nécessité contraints par les horaires. Il est 11h01. C'est l'heure de céder la parole à Zineb Judi qui nous représente les actualités en langue arabe. Quant à nous, on va se retrouver pour la deuxième heure d'émission dans quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission avec notre invité Karima Nour, qui est entrepreneur en biotechnologie, et nous évoquions effectivement la nutrition. Alors la nutrition n'est pas spécifiquement associée à la technologie, Karima Amour, pardon. Et de ce point de vue, on a des applications. On peut prendre en photo un certain type des plats et on peut observer que manifestement on peut avoir le bilan calorique d'un plat, d'un repas. Mais au-delà, ceux qui en font l'usage sont souvent des sportifs ou ceux qui ont poussé entre guillemets l'intérêt d'un point de vue pratique sur ces questions-là, parce que on voit de façon presque concrète et évidente le lien qu'il y a entre la nutrition et notre façon qu'on a de vouloir optimiser la concentration, optimiser les performances sportives. En dehors, on reste quand même en dehors de l'usage technologique qu'on peut faire effectivement des outils qui sont dans notre main au profit de l'objectif qui consiste simplement à améliorer notre état d'être, notre état de santé. Et de ce point de vue, il y a malgré tout des outils et peut-être des usages qui mériteraient à être connus. Oui, ce que vous dites a beaucoup de sens parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est une approche qui a concerné beaucoup les gens qui ont un dessein d'être en parfaite maîtrise de leur corps, d'un point de vue physiologique, puisque vous avez parlé des sportifs. Et l'objectif d'Epineon, par exemple, pratiquement à partir de son concept épi, qui est dérivé encore une fois d'épigénétique, c'est de pouvoir arriver à mettre à la disposition de monsieur et madame tout le monde des outils beaucoup plus performants de perception à la fois sensorielle, cognitive et de data réaliste sur l'impact d'une manière... Alors tout ça, encore une fois, de manière non invasive. Aujourd'hui, vous avez par exemple moi je porte actuellement un moniteur de glucose continu qui me permet de savoir quelle est l'influence de la nutrition, de mon sommeil sur ma glycémie, et donc son corollaire,
sur l'insuline qui n'est pas calculé par ces outils, mais que nous allons calculer. La différence, c'est que nous allons le faire de manière non invasive, c'est-à-dire que ce sera au niveau du poignet, quel que soit l'endroit où il va être positionné en tout cas. C'est une forme de bracelet, c'est plus, on appelle ça un galet. Un galet qui va être sous une montre, sous un bracelet ou à travers un bracelet qu'on va pouvoir fournir. Et ça permettra à monsieur et madame tout le monde, madame et monsieur tout le monde j'allais dire, de pouvoir avoir une évaluation objective de l'état de son métabolisme en permanence, notamment à travers la suggestion, la sensibilisation sur une nutrition qui va pas. Je vous donne un exemple précis. Vous êtes dans la vraie vie, vous portez le galet, et donc forcément, à un moment donné, vous allez avoir des remontées de data, et vous avez ce qu'on appelle un digital twin, un double digital, qui va vous donner l'information sur votre diagnostic nutritionnel, sur ce qui vous convient et ce qui vous ne convient pas comme nutrition, avec ce qu'on appelle un score nutritionnel, puis un score biométabolique, et puis derrière, puisque c'est notre ambition ultime, un âge biométabolique, qui est fonction de quoi? Qui est fonction précisément de votre épigénétique, c'est-à-dire du milieu où vous vous trouvez. On ne se nourrit pas au Maroc comme on se nourrit aux États-Unis, et aux États-Unis, on ne se nourrit pas dans la côte Est comme on se nourrit de la côte Ouest. Pareil en Inde, pareil en Chine, pareil dans nos pays, au Moyen-Orient, etc. Et donc, tout ça est pris en compte par le système qui, lui, grâce à des calculs basés sur l'IA, permettent de savoir, par rapport à l'environnement de curation qu'il aura opéré, de vous accompagner par rapport aux data qui vous remontent et de corriger petit à petit, ou de vous aider à corriger vous-même ce qui vous convient le mieux. Peut-être que moi, si je mange un bol de, par exemple, on va dire un bol de lentilles, ça ne me fera pas le même effet qu'à vous. Si tous les deux nous sommes en consommation... C'est des glucides et des protéines. Alors c'est beaucoup de protéines de glucides, mais ce sont des glucides, je dirais, complexes. Voilà. Oui. Donc avec une très très forte dose de fibres, qui fait que les lentilles, qui est un excellent aliment puisqu'il est riche en fer, il est absorbé par le corps, et donc vous n'avez pas de pic glycémique qui vient impacter, puisque la partie fibreuse qu'il contient permet d'absorber, de lisser cet absorbement. Parce que le danger, c'est le pic d'insuline. Et le pic d'insuline, lui, il apparaît quand vous avez effectivement une forte dose de consommation d'un aliment qui a moins de fibres qu'il ne devrait en avoir et qui est intrinsèquement glycémique. Et donc, mais vous avez des possibilités infinies de nutrition, de rechange et de combinaison ou d'association des aliments. Par exemple, on dit que les légumes habillent la glycémie. C'est-à-dire que quand vous les prenez en début de repas... c'est comme un matelas. Comme un matelas. Voilà, vous absorbez, c'est un tampon. Vous vous habillez avec. Vous avez ensuite la partie protéines. Et si vous mangez, par exemple, une douceur en fin de repas, eh bien vous avez plus de chances que la glycémie vous impacte moins et que donc vous ayez un pic moindre d'insuline que quand vous la prenez au début avec une tarte de je ne sais pas quoi ou... c'est pour ça que les desserts c'est à la fin. Oui, quelquefois les desserts c'est à la fin et on dit que les fruits... Oui, c'est même naturellement ce qu'on préconise quasiment dans... Le dessert, c'est à la fin, les fruits à la fin ou la petite douceur après un bon repas. Et ça a une logique, entre guillemets, qui est aujourd'hui démontrée scientifiquement, mais qui correspondait à une forme d'intuition que nous avions. Si j'entends bien, ce qui a une incidence cruciale sur l'âge, nous évoquons le stress, nous évoquions les pics de glycémie. Alors, sur la nutrition qui a sensiblement un effet sur le stress, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent agir d'une certaine façon comme un matelas, comme pour reprendre la métaphore que nous venons d'évoquer? Quelle est ma mot? Oui, il y a évidemment, c'est marrant parce que c'est contre-intuitif par rapport à l'objectif que de rendre l'être humain avec des possibilités de métabolisme, on va dire, accélérées pour qu'il puisse se sentir bien et vraiment dégager. C'est que le premier facteur d'aliment qui baisse le stress, c'est le sucre.
quand on a envie et quand on est un peu stressé, d'abord on a tendance à plus manger, et ensuite on a tendance à plus manger des choses entre guillemets sucrées. D'où la fameuse expression tout à l'heure des douceurs qu'on évoquait. Les douceurs, c'est quelquefois l'inspiration musicale dont on profite avec les auditeurs. On va l'annoncer parce qu'il est 11h17 et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Nous sommes avec notre invité, Karim Almour, qui est entrepreneur en biotechnologie, qui est auteur du livre Naissance Now, et c'est peut-être en cette qualité, ou en la qualité de cette double casquette que nous faisons cette émission du jour. Alors, comment la technologie peut être au service du mieux-être et de la santé? Il y a des outils de diagnostic, des outils de contrôle, et puis il y a des avancées entre guillemets scientifiques qui sont plus difficilement perceptibles. Les objets sont incarnés. La recherche scientifique comme le calcul quantique ou autres sont des sujets qui intéressent des niches, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Karim Almour. Oui, vous avez totalement raison. Quand on regarde un petit peu l'utilisation de ces outils, comme l'IA par exemple, on a un exemple qui nous sort parce qu'il est extrêmement parlant. Oui. Si je demande à l'IA, par exemple, quelle est la valeur nutritionnelle des lentilles, elle va me donner un certain nombre d'informations par 100 grammes, en fonction des données. Ça va être le b.a.-ba. Mais là où ça devient plus sympathique, c'est quand une IA est capable de faire ce qu'on appelle en langage médical, et je pense que les scientifiques médicaux vont le comprendre, du pliage de protéines. Alors, plier une protéine, c'est arriver à la domestiquer au point qu'on puisse adresser, vous vous souvenez que quand on a parlé de la génétique, on a dit que l'épigénétique était l'ouverture et la fermeture de portes protéiniques. C'est vous dire à quel point la protéine dans le corps est le cœur du réacteur de tout ce qui nous arrive autour, y compris de la partie inflammatoire et autres. Je le vois sous un angle scientifique, pas sous un angle médical, je précise, je ne suis pas médecin. Maintenant, vous avez une compagnie comme Google. Google, le patron de l'IA à Google s'appelle Denis Hassabis. Figurez-vous que Denis Hassabis a eu, en tant qu'informaticien, le prix Nobel de biologie. Pourquoi ? Parce que Google, à travers lui, ont développé une bibliothèque de 230 millions de pliages de protéines. Alors, comme ça, dit comme ça peut ne pas parler aux gens. Mais en réalité, ça veut dire que nous avons l'occasion aujourd'hui, on est à niveau 3, il y avait le niveau 1 où on arrivait à plier plus ou moins, niveau 2 on a plié mieux, et aujourd'hui on plie des protéines. On plie, mais on lie ces protéines à des découvertes d'enzymes, de mélange, on va dire de mélange de substances qui vous permet d'adresser une ou l'autre des pathologies. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, à travers le pliage de protéines qu'a découvert Google, les 230 millions de pliages de protéines, vous avez un lien direct avec la fabrication de, je dirais entre guillemets, médicaments ou la compréhension de l'utilisation de la nutrition au service du métabolisme de longévité. Je vous donne un exemple qui existe depuis que la médecine a été créée. Le serment dit Hippocrate. Oui. Hippocrate, que votre médicament, que la nutrition, que votre aliment soit votre premier médicament. Voilà, que la nutrition soit votre premier médicament. En général, alors ça a très vite été oublié par la naissance des laboratoires pharmaceutiques qui ont contribué à la longévité. Il faut reconnaître que l'espérance de vie à 50 ans ou à 100 ans n'était pas celle d'aujourd'hui, grâce à des élixirs, grâce à des produits, etc. Mais la nutrition reste la première porte d'entrée, ne l'oublions pas. Alors, cette IA qui a permis de développer ces pliages de protéines, pour ne prendre que cet exemple, elle peut s'étendre à plein d'autres choses. Uniquement, par exemple, dans la prise en charge du malade, quand il arrive en environnement hospitalier ou clinique. Eh bien, les IA permettent d'aller plus vite, mieux, de manière plus véloce. Vous avez également aujourd'hui des diagnostics médicaux qui sont faits à travers des IA, qui sont non pas des IA génératives, parce qu'elles sont très dangereuses étant donné qu'elles hallucinent, mais à travers des IA explicables, issus de milliers et de milliers d'entretiens médicaux, de vrais patients qui ont passé des vrais diagnostics et qui permettent de remonter une information qui, quand elle est analysée à l'aune de la personne que vous avez en face, eh bien, elle vous permet d'accompagner le médecin en copilote dans son diagnostic. D'après les études, elle serait plus efficace dans le diagnostic. Alors, oui et non. C'est vrai que quand vous avez
un médecin tout seul et une IA toute seule, certaines études récentes ont révélé que l'IA était plus précise, plus juste qu'un médecin. Ensuite, vous avez le médecin et l'IA. Là, on commence à aller vers quelque chose de plus humain, de plus basé sur l'examen clinique de la personne, qu'on ne sait pas faire forcément quand on est une IA, parce qu'on ne touche pas, parce qu'on ne parle pas. Il y a l'impact psychologique aussi de la relation entre qui est considérable, parce que le guérisseur n'est pas seulement celui qui fait le diagnostic. Il y a une part de croyance dans la guérison, dans ce chemin-là. Alors nous allons continuer notre conversation jusqu'à midi, mais ce sera après le flash d'information qui nous est, vous le savez, traditionnellement présenté à 11h30, et c'est Karine Dronet. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invité Kalima Moll, qui nous renseignait sur l'usage qu'on peut faire de la technologie au profit de sa santé. De ce point de vue, il y a des exemples qu'on a explicités juste avant les informations. Et je reviens au calcul quantique. Alors, il y a cet aspect-là, mais qui concerne davantage la science dure, ou ceux effectivement qui pourront, entre guillemets, cette communauté de chercheurs qui pourront mettre à profit leur connaissance ou leur découverte de ce point de vue sur les pratiques qui sont les nôtres. Alors, ça consiste, si j'entends bien, à agir sur les protéines, à aussi nous intéresser spécifiquement aux effets qu'elles peuvent avoir en les modifiant, d'être davantage des outils au service de la santé, si j'entends bien. Alors, c'est surtout en les pliant. Et là, on est toujours dans le domaine de l'IA. Oui. Parce que Google a utilisé par exemple un outil qui s'appelle AlphaFold 3, donc la 3e génération de pliage de protéines, qui est liée à la fabrication de médicaments notamment. Mais en ce qui concerne les calculs quantiques, on atteint un autre niveau. Et ces calculs quantiques sont faits. Aujourd'hui, on ne fait pas de calcul à proprement parler profond, c'est-à-dire en temporalité longue. On fait des micro-calculs. Pourquoi ? Parce que, pour vous donner une idée d'abord de la puissance de calcul que permet un ordinateur quantique, vous prenez le plus grand supercalculateur du monde aujourd'hui. Alors il se trouve qu'apparemment c'est un ordinateur français qui a été fabriqué par la boîte qui s'appelle Atos, donc il s'appelle Jupiter. Et vous le comparez à un calculateur quantique. Le calcul quantique, tenez-vous bien parce que c'est très difficile à appréhender même pour un être humain, est 10 milliards d'années plus puissant qu'un supercalculateur d'aujourd'hui. C'est donc que vous avez une appréhension du calcul qui est différente. Alors, le calcul, quand on dit ça, en informatique, c'est 0,1. Et le calcul quantique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des superpositions de 0 et de 1 en même temps. Alors, c'est très difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que, en fait, le calcul quantique, c'est un calcul qui se fait sur un dérivé de l'atome qu'on appelle le qubit. Et ce qubit, il est en superposition permanente, également, pour permettre un calcul. Et ce calcul n'arrive que quand vous le regardez, c'est-à-dire quand vous allez au résultat final. Et c'est tout le principe du quantique, c'est que le résultat du quantique est le résultat observé. Le résultat observé est différent du résultat non observé. Et si on essaie d'observer le mouvement de l'électron, ou bien on connaît la vitesse, ou bien on connaît son emplacement. Oui, alors là il y a une expérience qui est fameuse, qui a donné lieu à ce qu'on appelle le chat de Schrödinger, qui a été une expérience dans laquelle dans une boîte on a mis un chat et puis on ne savait pas si le chat était mort ou vivant à l'ouverture de la boîte. Et en fait on s'est aperçu qu'en fait l'information n'existe que quand elle est observée. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'univers, puisqu'on sait aujourd'hui avec certitude que l'univers est constitué de particules quantiques. L'univers est quantique, il est fait de vibrations et d'atomes qui sont d'une forme d'intelligence qu'on n'arrive pas encore à domestiquer, mais on le sait, c'est déjà beaucoup. Et quand on met en simulation quantique à l'épreuve des calculateurs quantiques et qu'on va vérifier avec des supercalculateurs IA sur des chips qui font des calculs en parallèle, on arrive à obtenir des résultats. C'est comme ça que nous, par exemple, avons obtenu la découverte de certains matériaux qui nous permettent d'aller plus profondément dans la peau sans même être en invasivité, qui nous permettent de découvrir un certain nombre de fréquences. Et donc, aujourd'hui, quand on est dans les conférences internationales et qu'on s'exprime, mais les scientifiques qui sont associés avec nous en parlent régulièrement quand il s'agit d'avoir des conférences profondes.
C'est une science qui n'est pas vulgarisée, qui n'est pas connue, et qui fait que quand elle va arriver à un niveau de stabilité, qui est le cas aujourd'hui de quelques ordinateurs, on a quelques applications quantiques qui aujourd'hui sont utilisées, même en environnement médical. Et donc elles permettent de faire des simulations, par exemple, sur le résultat de tests cliniques où on va simuler l'ensemble des organes du corps pour permettre de savoir, en fonction d'hypothèses qu'on va lui donner, d'avoir toutes les possibilités possibles des organes entre eux et d'avoir effectivement une simulation sur le comportement de l'être humain par rapport à une molécule ou à une autre. Oui, mais ce que j'entends, ça va être une puissance de projection. C'est une puissance de projection, de prospective. Et elle va permettre de découvrir des molécules, par exemple, aujourd'hui, un laboratoire pharmaceutique met 10 ans à découvrir une nouvelle molécule. L'IA a raccourci ce délai, certes, mais les calculs quantiques, on va discuter en mois, voire en semaines. Et ça va être foudroyant. Alors, aujourd'hui, Melissa Sabis, qui a eu le prix Nobel de biologie, donc c'est pas n'importe quel prix Nobel, vient du monde de l'informatique, de l'IA et du monde quantique. Et donc on se dit, finalement... les alchimistes d'antan auraient tout fait pour naître, auraient mieux fait de naître aujourd'hui. Alors, oui et non, parce qu'on avait besoin d'eux pour nous faire découvrir les méthodologies et les approches. C'est la chaîne de la transmission. C'est la chaîne de la transmission. Et aujourd'hui, par exemple, la mathématique, alors on en parle comme étant très compliqué en IA. Le premier usage qu'on pensait faire effectivement de cette puissance de calcul, c'est de découvrir des nombres premiers, toujours de plus en plus grands. Effectivement, les ordinateurs traditionnels montrent certaines limites. Il y a des calculs qui sont encore en cours depuis un certain nombre d'années. Alors avec le calcul quantique, ça sera sensiblement différent. Oui. D'autant plus que vous avez évoqué les nombres premiers, et ça, vous touchez, nous, quand on a voulu protéger l'information des utilisateurs de notre technologie dans les prochains mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu aller à l'extrême. Comme on maîtrisait l'outil quantique, eh bien, on s'est amusé à déterminer comment on pouvait protéger de manière post-quantique, c'est-à-dire résistante aux attaques quantiques, l'information du patient. Alors, vous me direz, c'est un marteau-pilon pour écraser une mouche. Oui, mais non, parce que l'ordinateur quantique aujourd'hui est de plus en plus présent. Les sociétés qui travaillent dans l'environnement quantique sont de plus en plus, entre guillemets, cotées. Il y a une augmentation de 45% des valeurs de ces entreprises dans le monde. C'est bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il faut qu'on y fasse très attention. Là, on va dériver vers les conseils en investissement. Non, je n'ai pas un conseil d'investissement, mais c'est pour vous dire qu'en réalité, cette puissance-là, elle va révolutionner nos vies, elle va changer nos vies. Et il faut qu'on le sache. Pour le meilleur, mais quelquefois pour le pire. Quand vous prenez un ordinateur quantique stable, avec un certain nombre de qubits en fonctionnement, on va dire 100, 200, 300, peut-être jusqu'à 1000 qubits, les technologies sont très différentes. Vous avez la technologie de Google, par exemple, qui s'appelle Willow, qui est un chip qui permet de s'auto-améliorer en fonction du nombre de qubits que vous lui ajoutez. Vous avez une autre technologie qui est une technologie topologique qui s'appelle Gena ou je ne me rappelle plus du nom exactement, qui permet d'une manière topologique d'avoir des calculs qui sont différenciés parce que topologiquement la puce permet de faire des calculs parallèles sans s'entrechoquer. Vous avez deux technologies comme celle par exemple d'une boîte française qui s'appelle Alice et Bob, qui est arrivée à maintenir un calcul quantique quasiment sans erreur pendant 1 heure. C'est 1 milliard de fois, 10 milliards de fois plus puissant que ce qui existe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur, on en fait, mais on arrive à stabiliser ce qu'on appelle l'intrication, c'est-à-dire le fait que les atomes soient intriqués au service d'une stabilisation du bruit quantique. Alors ça devient très scientifique, mais j'essaie de vous le vulgariser à l'extrême, pour permettre à un calcul de s'opérer. Oui. Ça n'est pas facile, mais aujourd'hui, on le fait de plus en plus. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un grand risque. C'est que le secteur où les calculateurs quantiques vont être les plus dangereux, c'est le secteur de la cybersécurité. Voilà. Oui, aujourd'hui, vous seriez susceptible de rentrer dans des environnements comme le Pentagone ou n'importe quel système bancaire, pratiquement en 5 minutes, si ça n'est moins. Oui. Si vous mettez ce qu'on appelle une IA autorécursive, c'est-à-dire qui s'auto-corrige elle-même, en face d'un calcul quantique, vous avez le cocktail, je dirais, idéal pour rentrer où vous voulez.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous développons en filialisation avec d'autres scientifiques ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, qui permet de protéger des informations en transit, en stockage, mais aussi sur vos vidéos, sur vos audios, etc. Oui, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine, c'est peut-être une invitation pour d'autres émissions. Il est 11h45 et l'erreur à l'antenne, c'est le retard. On va essayer de l'éviter en profitant de la respiration musicale et on se retrouve pour les derniers instants de l'émission. Et nous sommes avec notre invité Kadem Amour, qui est entrepreneur en biotechnologie et qui est auteur du livre Renaissance Now. Alors, il y a les différents aspects sur lesquels on peut agir pour préserver notre métabolisme, pour faire en sorte qu'il vive plus longtemps, qu'il vive mieux. Il y a un chapitre qui était oublié, qu'on va essayer d'esquisser en ces derniers instants de notre émission. Alors, il y a le sommeil. Le sommeil, c'est aussi des paramètres. Il y a aussi de la science, entre guillemets, qui s'est longuement intéressée à ce point qui est crucial. Un être humain, et vous nous en parliez en antenne, qui ne dort pas, meurt, tout simplement. Alors, c'est préserver, prendre soin ou mieux dormir, c'est une préoccupation pour beaucoup de ceux, effectivement, qui sont visités par des ruminations ou qui sont, entre guillemets, qui vivent difficilement ce moment-là, qui, somme toute, une bénédiction, même quelque chose presque d'inconscient pour beaucoup d'autres. Certains s'assoupissent très rapidement et d'autres éprouvent les plus grandes difficultés à s'endormir. Oui. Alors, vous touchez là un point sur lequel je travaille, en tout cas depuis que je me suis fait opérer, parce que cette opération a perturbé mon sommeil et jamais on ne peut prendre conscience à quel point le sommeil est important. D'abord parce que c'est un moment où on est en jeûne, donc on ne mange pas, on n'a pas d'activité physique, physiologique, on est en repos total en principe. Et cette activité de repos total, elle a été érigée par le créateur pour nous permettre de nous reconstruire. Donc le sommeil, si vous le comparez à un outil, c'est un moment de restauration. C'est un moment de restauration, c'est un reset. Alors il est plus ou moins heureux. Et on n'est pas tous égaux, encore une fois, devant le métabolisme, on n'est pas tous heureux donc devant le sommeil. Et certaines personnes s'accommodent de 4 heures ou 5 heures de sommeil, c'est mon cas. Certaines personnes, il leur faut 8-9 heures. Et la moyenne, on dit que c'est 6 heures, 6 heures et demie. Qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations médicales trop profondes, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez plusieurs personnes, vous avez plusieurs cycles de sommeil, plusieurs fois par nuit. Et ces cycles... D'une heure et demie en principe. 1 heure et demie, 2 heures moins le quart, tout dépend des personnes. Et ces cycles vous permettent à la fois d'avoir une période, on va dire, semi-paradoxale, une période paradoxale, une période de sommeil profond, donc réparateur, et une période de réveil avec un petit pic de stress pour ensuite repartir vers un deuxième cycle quand on en a un deuxième. Et donc, ces différents cycles permettent à votre corps de se régénérer. Ce petit pic de stress qui se passe au milieu de la nuit est bon pour vous parce que c'est cette forme de bon stress qui fait pression sur votre organisme et qui fait qu'il apprend à se régénérer, à se reconstruire. Prenez par exemple des choses qui sont bonnes pour vous mais qui sont stressantes. Le jeûne. Le jeûne, par essence, pour moi, est une des meilleures thérapies. On a parlé hors antenne du jeûne intermittent que vous pratiquez quelquefois, que je pratique tous les jours, qui peut être plus ou moins prolongé. Vous le pratiquez régulièrement. Au-delà de 16 heures, vous avez ce qu'on appelle le processus d'autophagie. Mais les raisons pour lesquelles on peut le pratiquer sont diverses. Alors, il y a des études sur l'intérêt effectivement de cette pratique, mais d'un point de vue métabolique. Et puis, quand une partie de son métabolisme digère, c'est de l'énergie qui est déployée pour ce processus-là, qui est inconscient, mais c'est de l'énergie qui est déployée. On est plus alerte et plus vif à jeun que
parce qu'on a tout simplement pratiqué un bon repas. Alors tous ceux qui ont eu des cours de physique-chimie un vendredi après-midi après un bon couscous s'en rendent manifestement compte. Parce qu'il y a de la léthargie, un peu de lenteur entre guillemets quand on digère un bon repas. Alors ça, c'est dû essentiellement au pic de glycémie. Oui. Vous avez un pic, donc un choc qui sont complexes, qui nécessitent plus d'énergie entre guillemets. Plus d'énergie quand vous mélangez. Quand vous mélangez par exemple les fruits et les protéines, vous digérez en 3h30 au lieu de le faire en 2h30. C'est tout bête, mais c'est chimique. Parce qu'il y a un processus de fermentation. Maintenant, en ce qui concerne le sommeil et le rapport au jeûne au sommeil, on dit toujours qu'il faut manger en réalité 2 à 3 heures avant de se coucher. Pourquoi ? Pour donner l'occasion à son corps de se régénérer complètement sans avoir ce poids, sans avoir ce poids sur la digestion qui fait qu'on dort mal, donc on se régénère de manière moins forte. Ça ne veut pas dire qu'on ne dort pas, mais on dort mal, on dort plus mal en général. Et ce que vous disiez sur le repas du couscous du vendredi est très caractéristique. En réalité, dès qu'on termine de manger, en général, on a une chute d'énergie. Pourquoi ? Parce que toute l'énergie va dans la digestion. Et que vous vous retrouvez cognitivement pour ceux qui ont des réunions le vendredi après-midi, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, dans une émission animée à tout hasard. Exactement, j'allais y venir. Il vaut mieux, et même l'auditoire n'est pas le même, n'a pas la même cognition quand vous avez fait une émission après le repas qu'avant. Absolument. Et donc, mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le jeûne, qui est un merveilleux outil on va dire de développement de sa cognition, de clarté, de nettoyage de son corps en général, qui passe par les fameux 3 cadrans plus 1 que je vous ai évoqués. Les 3 cadrans sont alimentés par ce jeûne. Alors, c'est paradoxal, mais le jeûne alimente plus qu'il n'enlève. Pourquoi ? Parce qu'il permet à vos cellules de se régénérer, il permet à votre système de nettoyage, notamment lymphatique, et votre système complet de nettoyer, d'évacuer ce qu'on appelle les cellules sénescentes, c'est-à-dire les cellules qui sont les cellules de vieillissement, d'être éliminées. Et c'est une prévention contre le cancer. Alors oui, parce que le cancer se nourrit de quoi ? Du sucre. La meilleure manière de développer un cancer, c'est de lui donner du sucre. La meilleure manière de l'atrophier, ou de l'assécher, ou de l'endormir, c'est de lui supprimer le sucre. C'est un peu comme nous, si on ne mange pas, on meurt, mais il y a des limites. Et là, quand vous êtes en période, par exemple, quand vous faites, beaucoup d'études ont révélé que quand vous faites, par exemple, une thérapie contre le cancer, une radiothérapie, eh bien, le fait d'être à jeun vous permet, dans la plupart des cas, de mieux surmonter la radiothérapie que si vous étiez hors jeûne, hors période de jeûne. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre corps, en réalité, il a besoin d'être complètement nettoyé, complètement alerte, complètement prêt pour appréhender n'importe lesquels des processus inflammatoires qui vont venir nous impacter. Parce que la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait du bien surtout. Elle va essayer d'atteindre les cellules cancéreuses, mais elle va aussi en toucher certaines qui sont saines. Et donc, forcément, ça fait des dégâts. Mais ça guérit souvent, on a des rémissions qu'on a vues avec traverser. Mais on a aussi des rémissions qui se sont vues à travers le jeûne. 2, 3, 4, 5 jours. Moi, personnellement, je pratique le jeûne intermittent tous les jours et j'essaie de varier entre le matin et le soir. La plupart du temps, je le fais le soir parce que c'est pas dans le matin, parce que c'est plus facile. Par contre, vous avez des jeûnes de 2, 3, 4 jours où là, vous avez véritablement une régénération cellulaire et vous vous sentez bien. Vous souffrez les 2 premiers jours, mais après, c'est un bonheur que je conseille à tous nos auditeurs, à tous vos auditeurs, de pouvoir rencontrer. Parce que c'est un bonheur, on va dire, il est béat, tellement il est profond à travers le jeûne. C'est quelque chose aussi dans les cultures ancestrales qui a toujours été préconisé dans notre culture également. Là, on va faire le jeûne de la parole. Ça s'appelle le silence, et quelquefois, c'est également une préconisation dans certains cas de figure. Alors nous, on arrive au terme de notre émission et c'est bientôt l'heure des actualités. On se retrouvera donc en conséquence demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.